Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur et privilège pour moi de me présenter devant vous, dans ce prétoire. Comme vous le savez, je travaille avec ce tribunal ou pour ce tribunal depuis des années. Et je crois en travail de ce tribunal. Bien sûr, il y a eu certaines frustrations et ces frustrations restent liées au travail de ce tribunal. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire, Monsieur le Président, qu'il n'est pas facile d'être un conseil de la défense devant le TPI grec. Et je pense que ceci est dû surtout à la nature et la gravité objective des charges et des accusations qui font l'objet des procès devant ce tribunal. Mais ce que je dis sans hésitation est que je suis fier d'être ici aujourd'hui. Et la raison principale de cette fierté que je ressens est que je crois en mon travail et je crois en la nécessité de ce travail. Et je crois qu'il est absolument nécessaire que le Conseil de la Défense fasse ce travail. Contrairement à ce que l'on croit en général, ce n'est pas parce que vous êtes accusé devant le TPI grec que vous êtes coupable. Un accusé doit pouvoir être acquitté si les charges portées contre lui ne sont pas prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Aujourd'hui, je souhaite présenter la thèse de la défense du lieutenant en second Drago Nikolic. Et je suis assisté par Madame Yelena Nikolic et Ben Stefanovic. Et vous m'avez bien entendu, j'ai dit lieutenant en second Nikolic. Je n'ai pas dit général, ni colonel, ni lieutenant-colonel, ni commandant ni capitaine. Je n'ai même pas en réalité dit lieutenant. J'ai dit lieutenant en second, Drago Nikolic. L'homme accusé de conspiration visant à commettre un génocide. Ceci est important, comme vous le savez également certainement. J'ai passé beaucoup d'années au sein de l'armée, plus de 20 ans. Et je peux vous dire ce matin que sans aucun doute, il y a très peu de lieutenants en second dans quelque armée que ce soit du monde qui peuvent faire beaucoup de choses allant dans le sens de la décision portant sur les activités de l'armée. Et puis, le but de mes propos liminaires ce matin est de vous présenter ce à quoi vous pouvez vous attendre pendant le procès pour ce qui est du lieutenant en seconde Nikolic. Tout d'abord, je souhaite soulever 2 points préliminaires. Premièrement, les propos liminaires de l'accusation tenue avant que mon éminent collègue a repris la parole. Qu'a dit Madame Del Ponte? Eh bien, elle a dit quelque chose qui ne peut pas être nié au début de ce procès. À savoir, elle a dit qu'un grand nombre de personnes ont été tuées dans la région de Srebrenica en juillet 1995 et que ce qui s'est passé dans cette région peut être décrit ou ne peut être décrit comme quoi que ce soit de moins qu'une tragédie. Nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'il s'agit là d'un génocide et nous ne sommes pas d'accord par rapport au nombre de personnes tuées de manière illégitime ou des victimes avancées par l'accusation. Mais effectivement, c'était une tragédie. Ceci est indiscutable, incontestable, et nous avançons nos condoléances profondes et sincères aux familles qui ont été détruites à cause de cela. À cause de cela, Monsieur le Président, Messieurs les juges, nous sommes absolument d'accord avec le procureur Del Ponte. Et puis vous sommes d'accord également pour dire que les crimes liés à Srebrenica ne doivent pas être imputés aux Serbes de Bosnie en tant que peuple, ni à l'armée de la Republika Srpska
en tant qu'organisation, ni à l'une quelconque entité ou groupe, mais seulement aux individus. La responsabilité criminelle individuelle fait l'objet du travail de ce tribunal et d'ailleurs le but de ce tribunal. Et en fin de compte, à la fin de ce procès, aucun des accusés présents ici ne doivent être tenus pour responsables à moins qu'il ne soit prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu'ils ont personnellement et individuellement commis les crimes dont ils sont accusés. A reasonable doubt. Words highly familiar. Prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Nous connaissons très bien cette expression. So regrettably, Mr. President, Tout le monde, tous ceux qui ont fait les études de droit connaissent très bien cette expression. Mais malheureusement, Monsieur le Président, cette expression est souvent ignorée, si ce n'est oubliée par de nombreux juristes pour des raisons différentes. Malheureusement, dans cette affaire, malgré la déclaration de l'accusation, qu'aucune organisation n'est jugée ici, ce n'est pas ce qui découle de la stratégie de l'accusation ni des propos liminaires de l'accusation. Je vais y revenir tout à l'heure lorsque je parlerai de l'entreprise criminelle commune qui, étrangement, mais ça se comprend en même temps, n'a même pas été mentionné par mon collègue de l'accusation au cours de ses propos liminaires. Je vais maintenant faire une brève référence aux propos liminaires de l'accusation. Lorsque mon collègue de l'accusation a dit « Nous ne croyons pas le récit des Serbes ». C'est ce qu'il a dit au sujet d'un récit selon lequel quelqu'un a saisi un fusil et s'est brûlé les doigts. Il ne s'agit pas là du témoin auquel l'accusation ne fait pas confiance, mais l'accusation ne fait pas confiance au récit serbe, au récit d'un Serbe, et ceci n'est pas approprié. Et l'autre point préliminaire que je souhaite soulever ce matin, dès le début du procès, sans attendre la fin de la présentation des éléments de preuve de l'accusation. Bien sûr, nous avons le droit de décider cela, mais pourquoi avons-nous pris cette décision? Nous avons eu des discussions au sujet de cette question. Il s'agit d'une question stratégique. Il existe plusieurs théories et il n'est pas facile de décider de le faire aujourd'hui. Le fait que nous sommes devant des juges professionnels est un fait très important, bien sûr. Je souhaite partager avec vous deux facteurs principaux qui nous ont amenés à prendre notre décision de faire notre propos liminaire ici aujourd'hui. Tout d'abord, il s'agit du caractère unique en son genre de cette affaire. Pourquoi est-ce que cette affaire est tellement unique? Eh bien, car elle attire l'attention des médias. Peut-être lorsque je dis cette affaire, il ne s'agit pas là d'un terme approprié, mais certainement les événements de Srebrenica ont fait l'objet des récits dans les médias, ont fait couler beaucoup d'encre. Deux procès ont déjà eu lieu à ce sujet. Dans l'un de ces procès, le commandant du corps de l'Adrina, le général Krstić, a été prononcé coupable. Et dans le deuxième procès, qui a eu lieu, au cours duquel le commandant de la brigade de Bratunac, le colonel Blagojevic, et le chef du génie militaire de la brigade de Zvornik, Jokic, ont tous les deux été prononcés coupables. L'accusation
a dit en parlant des événements de Srebrenica qu'il s'agissait de l'opération de meurtre la plus importante en Europe. Nous essayons d'éviter la chose suivante. Compte tenu de ces procès qui ont déjà eu lieu, nous essayons d'éviter le même procès et les mêmes résultats. J'ai mentionné le mémoire préalable au procès et le principe de la culpabilité se fondant sur le procès précédent. À moins que la culpabilité ne soit prouvée dans le cadre de cette affaire, de ce procès, la culpabilité n'existe pas. Il s'agit là d'un autre procès. Mon collègue de l'accusation a dit que la procédure ici affectera tout le monde. Je suis d'accord avec lui. Nous allons voir des images horribles, nous allons entendre des récits horribles. Mais nous sommes, nous tous, dans ce prétoire, tenus de surmonter nos émotions provoquées par ces images et d'évaluer la responsabilité présumée des personnes présentes devant vous en tant qu'accusés. Il y a un grand nombre de co-accusés dans cette affaire, ce qui est unique en son genre également. Sans aucun doute, l'accusation souhaite être ici et observer les co-accusés en train de se battre entre eux et attendre un jugement portant culpabilité. Probablement, il s'agit là de l'aspect le plus fort de cette affaire, du point de vue au moins de l'accusation. Mais il ne serait pas approprié si l'accusation essaie de prouver sa thèse de cette manière, car la charge de la preuve repose sur l'accusation. Et c'est la raison parmi d'autres, pour laquelle nous avons décidé de faire notre propos liminaire aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle nous avons décidé cela est que nous souhaitions informer la Chambre de première instance dès le début de la chose suivante. Tout d'abord, l'autre facette de l'histoire. Il s'agira là d'un procès extrêmement long et beaucoup d'éléments de preuve à des charges vont être présentés pendant la phase de la présentation des moyens à charge. Ces éléments seront présentés par le biais des contre-interrogatoires lorsque nous interrogerons les témoins de l'accusation et lorsque nous nous concentrerons sur les faiblesses de la thèse de l'accusation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons considéré qu'il était nécessaire que nous avertissions et informions la Chambre de première instance de cela dès le début ou avant le début du procès. J'ai écouté mes collègues de l'accusation lundi et mardi, et il est clair, lorsque l'on écoute l'accusation, que l'accusation a perdu son objectivité. Tous les éléments de preuve, tous les documents sont examinés, analysés et interprétés comme allant à l'encontre des accusés sans jamais prendre en considération des opinions contraires. Mais ceci n'est pas surprenant. Il s'agit là du devoir de l'accusation, comme l'a dit Madame Del Ponte, au nom de la communauté internationale, de poursuivre les personnes présumées comme les plus responsables. Et même si nous allons entendre à de maintes reprises l'accusation dire qu'ils sont ici afin d'établir la vérité, il ne faut pas que ceci nous induise en erreur. Ceci n'est pas vrai. L'accusation est ici pour poursuivre et elle fera tout pour s'assurer que les personnes qui sont ici aujourd'hui devant vous sont prononcées coupables. Monsieur McCloskey, je fais objection. Il s'agit là d'une attaque directe sur l'éthique de l'accusation. Et je fais objection maintenant, car si l'on permet à ce genre d'attaque personnelle à continuer, ce procès deviendra un cirque, deviendra grotesque. Et si l'on permet cela maintenant, ceci continuera sans jamais cesser, alors qu'il s'agit là des allégations sans aucun fondement.
Le président, je suppose que vous faites objection au terme induire en erreur, que l'accusation souhaite de nous induire en erreur, d'après la défense. Monsieur McCloskey, il a dit que nous n'essayons pas d'établir la vérité, mais de vous induire en erreur sans égard à la vérité. C'est ce qu'il a dit et je trouve ces propos outrageux et je pense que si l'on permet que ceci continue, l'ensemble du système dans le cadre de ce procès sera corrompu et nous aurons un cirque et non pas un procès ici. Le président, très bien, je vais consulter mes collègues. Mr. Bourgon. Maître Bourgon, les juges sont d'accord et ils pensent de manière unanime que vous devez aborder vos critiques de l'accusation d'une manière tout à fait différente. Nous ne souhaitons pas que vous répétiez ce que vous avez dit lorsque vous dites que l'accusation cherche à induire en erreur la Chambre de première instance de manière délibérée et qu'elle ne s'intéresse pas à la recherche de la vérité. Je pense qu'il s'agit là effectivement d'une attaque contre l'intégrité de l'accusation. Il faut éviter cela et je suis sûr que vous êtes capable d'éviter cela comme vous l'avez déjà fait par le passé. Maître Bourgon, merci Monsieur le Président. Je souhaite simplement dire que, à mon avis, je n'ai rien dit d'outrageux. Je n'ai pas dit que l'accusation cherchait à nous induire en erreur, mais que nous ne devions pas être induits en erreur par rapport au rôle de l'accusation. Et j'ai dit que l'accusation allait faire tout ce qui est dans son pouvoir pour nous convaincre. Je n'ai pas dit qu'ils allaient faire quoi que ce soit d'illégal, donc je n'ai pas parlé de l'intégrité de l'accusation et je n'apprécie pas l'interruption de M. McCloskey. Moi-même, je ne l'ai pas interrompu pendant ses propos militaires. Cela dit, Monsieur le Président, si vous croyez que je suis allé au-delà de ce qui est approprié dans ce prétoire, je l'accepte et je vais m'abstenir de cela à l'avenir. Le Président, merci. J'en suis certain, Maître Bourgon. Maître Bourgon, merci, Monsieur le Président. Je vais continuer mes propos liminaires en disant simplement que, en face de l'accusation, toutefois, vous avez la défense. Et le but de la défense, bien sûr, est d'essayer de nuancer les choses et de présenter l'autre aspect. Mais ce qui est le plus important, Monsieur le Président, c'est qu'il y a vous, la Chambre de première instance, dans le devoir est d'évaluer les éléments de preuve afin de décider si l'accusé qui est devant vous, le lieutenant-second Drago Nikolic, porte une quelconque responsabilité criminelle pour ce qui s'est passé à Srebrenica en 1995. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de procéder à notre propos liminaire aujourd'hui, afin de nous assurer que chaque élément de preuve, chaque document présenté dans ce procès, chaque déposition de témoins, etc., est évalué en connaissance de cause et sachant que nous avons ici une affaire qui implique deux théories qui s'opposent mutuellement. Je souhaite attirer votre attention sur l'image qui figure à l'écran. Il s'agit d'une image ennuyeuse. C'est un dessin qui a été fait en 1915 et vous pouvez y reconnaître la jeune dame, à moins que vous ne reconnaissiez une vieille dame. Et cette photo contient deux images en réalité. Elle a été faite pour montrer que le cerveau humain est capable de reconnaître une seule image à la fois. Mais par rapport à la théorie de l'accusation, je souhaite attirer votre attention sur le fait qu'il existe une autre version derrière la version de l'accusation. À chaque fois que l'accusation
souhaitera vous montrer la jeune dame avec tout le respect que nous vous devons. Nous souhaiterons attirer votre attention sur le fait qu'il existe également une vieille dame. Et à chaque fois que l'accusation essaiera de vous montrer la vieille dame, avec tout le respect que nous vous devons, nous allons attirer votre attention sur le fait qu'il faut examiner la jeune dame également. Et il s'agit là d'un aspect critique de cette affaire. Je vais maintenant parler de la structure de ma déclaration liminaire. Qui sera présentée en deux parties. Dans la première partie, je vais traiter de certains points principaux soulevés lors des propos liminaires de l'accusation. Je vais traiter de l'accusé, Dragan Nikolic, de la question de savoir qui il est, et nous allons nous pencher sur les éléments de preuve portés contre Dragan Nikolic pour que les choses soient claires dans le cadre de cette affaire. Et dans la deuxième partie, après la pause, nous allons nous pencher sur la loi applicable. Nous allons nous pencher sur la théorie de l'accusation et la thèse de la défense. Et puis finalement, nous allons conclure en examinant les éléments de preuve qui seront présentés par les deux parties dans le cadre de cette affaire. Je vais commencer d'abord donc par les points principaux soulevés lors des propos liminaires de l'accusation. Je n'ai pas l'intention de dépenser beaucoup de temps à traiter des propos liminaires de l'accusation, mais je dois soulever certains points avant d'entendre le premier témoin. Tout d'abord, même si mon collègue a parlé pendant plusieurs heures, je ne serais pas surpris si la Chambre de première instance était quelque peu préoccupée, car, à notre avis au moins, l'accusation pendant ses propos liminaires n'a pas présenté grand-chose, même si je suppose que mon collègue l'a fait exprès. Ceci est un fait parlant à ce stade. L'accusation a une certaine théorie, mais dans cette théorie, il y a peu d'éléments de preuve pertinents qui ont été mentionnés afin de corroborer le récit de l'accusation. Et ceci rappelle ce qui est le cas pour ce qui est du mémoire préalable au procès, où très peu d'éléments de preuve pertinents sont mentionnés. Et il ne faut pas s'étonner si l'interprétation offerte à ce stade est partiale. Et ici, je me rallie aux propos tenus par mon collègue représentant l'accusé Béhara, qui a dit que effectivement, il existe des interprétations bien plus raisonnables et plausibles de ces documents. Et ceci sera montré par le biais des éléments de preuve. Et puis, par rapport des témoins, mis à part les constatations telles que l'affirmation qu'il s'agit des menteurs effrontés qui ne disent pas la vérité, il y a eu très peu de références aux dépositions de témoins. Et puis, la thèse de l'accusation a été décrite sur la base d'un document en tant que succès de la VRS à Srebrenica, JEPA et sur d'autres fronts. Or, ceci n'a rien à voir avec le lieutenant en second Nikolic en tant qu'individu, et certainement pas, et certainement ça a quelque chose à voir avec lui en tant que membre de la VRS. Autrement dit, Monsieur le Président, les éléments de preuve montreront le succès de la VRS du point de vue militaire, mais ceci n'est pas une preuve de l'entreprise criminelle commune. Et puis d'ailleurs, ces mots, entreprise criminelle commune, qui sont au cœur de la théorie de l'accusation, n'ont même pas été mentionnés pendant les propos liminaires. Et ceci est très important. En ce qui concerne d'autres points principaux dont nous allons traiter dans cette partie-là, ils incluent les éléments suivants. Tout d'abord, l'importance des registres opérationnels ont fait l'objet de discours prolongés de l'accusation, mais l'accusation a traduit seulement un
petit nombre de pages de ces registres. Et je souhaite profiter de l'occasion pour informer la Chambre de première instance que nous allons faire objection à toute demande de présenter les entrées sélectionnées par l'accusation de ces registres et présentées hors du texte. Et puis l'importance des conversations interceptées a été démontrée par l'accusation pendant ses propos liminaires, et nous profitons de l'occasion également pour dire qu'à ce stade, nous n'avons pas reçu de conversations interceptées impliquant le lieutenant-second Nikolic, et nous allons contester ces documents. Ensuite, dans ses propos liminaires, l'accusation a parlé de l'accusant en disant qu'il était commandant, l'adjoint du commandant, l'assistant du commandant et l'officier de l'état-major. L'accusation a également parlé des devoirs et des responsabilités du secteur de sécurité et puis des fonctions militaires, des renseignements et du contre-espionnage. Nous saisissons cette occasion pour indiquer que les éléments de preuve dans cette affaire vont décrire une situation qui est tout autre que celle qui a été décrite par l'accusation. Et nous pensons que ceci constitue des éléments importants. Il est important que ceci soit porté à la connaissance des juges de la Chambre avant qu'un témoin qui a cette fonction vienne témoigner ici. Dernier point concernant ce sujet. Dans ses propos liminaires, l'accusation a fait référence à des documents qui ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas disponibles parce qu'ils ont été détruits. Et ceci est significatif. En réalité, nous sommes d'accord pour dire que certains documents manquent parce qu'ils ont été détruits. Et de surcroît, en ce qui concerne le lieutenant-second Nikolic, nous allons jusqu'à dire que les documents manquants dans cette affaire sont des documents qui sont plus importants que certaines des pièces qui seront présentées dans cette affaire, surtout lorsqu'il arrivera le moment de déduire des conclusions eu égard au comportement du lieutenant-second Nikolic. En termes simples, les éléments de preuve présentés dans cette affaire montreront que bon nombre de documents de la brigade de Zvornik disponibles ont été soigneusement sélectionnés par un des témoins de l'accusation, et que d'autres documents qui sont des documents importants si on veut comprendre les éléments de cette affaire ont disparu. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment. Correction d'interprète. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de ma déclaration, à savoir ce qui a trait à l'identité et les moralités de l'accusé Dragan Nikolic, lieutenant en second. Encore une fois, à cet égard, je rejoins mon collègue qui représente M. Behara pour insister qu'il est important de connaître les éléments biographiques de l'accusé lorsqu'on parle du comportement de ce dernier. Donc, qui est Dragan Nikolic? Pour mieux comprendre et résumer ceci, nous avançons que les éléments de preuve montreront ce qui suit concernant M. Nikolic. Il est né en 1957 dans le village de Banabacici, pardonnez-moi ma prononciation, dans la municipalité de Bratunac. Cela signifie qu'il avait 37 ans à l'époque, en juillet 1995. Il a deux frères. En réalité, il y en a trois, car l'un d'entre eux est mort jeune, à l'âge de 14 ans. Dragan Nikolic, contrairement à ses frères, a été envoyé dans une école secondaire militaire, à savoir entre 1972 et 1976. Il n'est pas allé au lycée. Après être passé par l'académie militaire, il a commencé à servir dans l'infanterie en 1976. Après avoir servi dans l'infanterie pendant 8 ans, il a voulu suivre un cours de formation de la police au centre de formation de la sécurité militaire à Pančevo. Cette formation a duré 3 mois et demi. C'est pourquoi en 1985, correction d'interprète, il a été nommé au poste d'assistant
ou adjoint à la police militaire et avait le grade de sergent supérieur. Ce sergent supérieur n'est pas un grade d'officier. Et 3 ans plus tard, parce que c'était un bon sergent, il est devenu sergent première classe. En 1991, il a servi dans l'armée au niveau et chargé des affaires de sécurité dans la garnison de Sarajevo. Drago Nikolic est marié et il est père de 2 filles. En 1990, peu de temps avant la guerre, il a perdu son fils qui est mort à l'âge de 8 ans, ce qui a été un moment très éprouvant. À cause de la guerre, Drago Nikolic a été envoyé à Zvornik, où il est devenu commandant adjoint chargé des questions de sécurité, un poste généralement occupé par un officier ayant le grade de commandant. Ceci était bien au-delà de ces niveaux de responsabilité qu'il avait eu jusqu'alors, parce c'était un poste d'officier et il a reçu le grade, ou il a obtenu le grade de lieutenant en second, le grade qu'il a gardé jusqu'à la fin de la guerre. Et au moment de la retraite en 1998, il n'a toujours pas eu de promotion, il n'a toujours pas eu de rang plus élevé. Actuellement, Drago Nikolic a 3 petites filles. Et nous vous disons, avec tout le respect que nous vous devons, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, nous estimons que ces éléments d'information sont tout à fait permanents. Lorsque il sera à vous de juger s'il a une quelconque responsabilité dans les événements qui se sont déroulés au cours des 3 jours pour lesquels il est accusé par l'accusation. Bien évidemment, Monsieur le Président, il est également de regarder quels sont les devoirs et responsabilités qui ont été celles de Drago Nikolic au cours de cette période. Les éléments de preuve montreront dans cette affaire qu'il y a une différence entre un commandant adjoint et le chef d'un service, comme par exemple le chef chargé des transmissions. Les éléments de preuve indiqueront qu'il y a une différence entre la position d'un quelqu'un chargé du renseignement et quelqu'un chargé du contre-espionnage. Pour vous donner une idée, un agent du renseignement dans toute unité de l'armée est là pour rassembler des éléments d'information et pour évaluer les agissements de l'ennemi dans le but d'interpréter ces éléments d'information et remettre au commandant en question une estimation des forces et des faiblesses et des agissements éventuels de l'ennemi. Le renseignement est une fonction essentielle de toute armée et c'est également un métier très spécialisé. Et pour ce qui est du contre-renseignement, du contre-espionnage, comme son nom l'indique, ceci fait référence aux mesures prises pour empêcher que l'ennemi ne puisse collecter des éléments d'information. Cela signifie qu'il faut rechercher quelles sont les sources utilisées par l'ennemi pour rassembler ces éléments d'information et prendre mesures nécessaires pour empêcher que de tels éléments de renseignement soient rassemblés. Donc, avec tout le respect que nous vous devons, Monsieur le Président, nous avançons qu'il y a une différence très sensible entre un agent du renseignement et un agent du contre-espionnage. Pourquoi cela est-il le cas? Car ces 2 fonctions, dans certains cas, peuvent être réalisées par une seule et même personne. Cela dépend évidemment de la taille et de l'unité en question. C'était le cas, par exemple, comme les éléments de preuve l'indiqueront, c'était le cas de Momir Nikolic. Au sein de la brigade de Bratunac, Momir Nikolic était un officier chargé de la sécurité. Il s'occupait des questions de renseignement et il s'occupait également des questions de contre-espionnage. Et ça n'était pas le cas pour Drago Nikolic. Comme il était commandant adjoint chargé des questions de sécurité, il s'occupait des questions de contre-espionnage, mais ce n'était pas un agent du renseignement. Ceci est tout à fait significatif, car en cette qualité-là, Drago Nikolic ne disposait que peu d'éléments d'information et ne savait pas ce qu'il se passait ailleurs, hormis en dehors du corps de la Drina. Et ceci est important et significatif également, car ceci a été évoqué par le procureur dans ses propos liminaires. Un agent du contre-espionnage n'a pas de subordonné et ne dirige pas les hommes. Et les dépositions d'experts dans ce procès vont vous l'indiquer dans le détail.
et vont parler quelle est la responsabilité des officiers chargés de la sécurité. Des dépositions d'experts et de témoins experts confirmeront cela, que c'est contraire aux affirmations de l'accusation, qu'un officier chargé de la sécurité n'est pas chargé de commandement, ni de diriger ou de mener des hommes au sein de la police militaire, au sein d'une unité ou d'une formation. Leur rôle consiste à conseiller le commandant sur comment utiliser les ressources à la disposition de la police militaire. Et en l'absence du commandant, comme c'était le cas souvent dans la brigade de Zvornik, c'est le commandant adjoint qui a tous les pouvoirs pour mettre à profit les ressources de la police militaire comme bon lui semble. À cet égard, des ordres peuvent être donnés directement au commandant de la police militaire et de la compagnie qu'il dirige, sans pour autant en tenir informé le commandant adjoint chargé des questions de sécurité. Et en d'autres termes, Drago Nikolic n'avait aucun pouvoir sur la compagnie de la police militaire et ne pouvait pas donner des ordres à un homme appelé Jacek Kovacs, qui était commandant de la compagnie de la police militaire. Et nous estimons que ceci est extrêmement pertinent et sera démontré par les moyens de preuve dans sa déclaration liminaire, et peut-être que cela figure dans le mémoire préalable au procès. L'accusation a déclaré que Drago Nikolic était responsable de tous les prisonniers dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik. À cette époque-là, il suffit de dire que nous allons contester cette affirmation. Un témoin expert dans sa déposition va démontrer que l'idée la concept même de zone de responsabilité n'est pas un terme qui peut être appliqué. Dans ce cas, la déposition d'un témoin expert va clairement établir et préciser pour quel prisonnier ou personne détenue un chef de la sécurité de la brigade de Zvornik serait responsable. Je vais maintenant parler de la troisième partie du même sujet toujours. Il s'agit de la thèse de l'accusation contre Drago Nikolic. Et quel que soit l'angle sous quel angle nous lisons l'acte d'accusation modifié, il apparaît clair que la thèse de l'accusation contre Drago Nikolic se retrouve au paragraphe 42 et 80 de l'acte d'accusation. Et pour gagner du temps, je ne vais pas citer ces paragraphes, je vais simplement vous indiquer qu'ils sont très proches. Au paragraphe 42, il s'agit des actes de Drago Nikolic, car la première entreprise criminelle commune, alors que le paragraphe 80 fait référence aux actes de Drago Nikolic, sensiblement les mêmes, s'appliquant à la deuxième entreprise criminelle commune. Et c'est sur cette base-là, ces deux paragraphes, que l'accusation vous demande ou vous demandera, après la présentation de ces moyens, de condamner Drago Nikolic pour tous les chefs d'accusation cités dans l'acte d'accusation, car il était, semble-t-il, membre de l'entreprise criminelle commune qui visait à chasser toute la population de Srebrenica et de Jepa, et en fonction de la deuxième entreprise criminelle commune qui visait à tuer tous les hommes et garçons de Srebrenica, comme nous allons l'expliquer un peu plus tard et comme les éléments de preuve le prouveront dans cette affaire, quand bien même les moyens présentés au paragraphe 42 et 80, au-delà de tout doute raisonnable, d'après nous, cela ne sera pas le cas. On ne peut pas constater que Drago Nikolic était membre de ces deux soi-disant entreprises criminelles communes. L'accusation, l'approche de l'accusation doit également être abordée à cet égard. Il ne s'agit pas, comme elle l'a fait dans le mémoire préalable au procès, d'alléguer toutes les formes de responsabilité conformément au statut, comme cela est le cas. Et d'après les différents actes d'accusation présentés devant ce tribunal, le cas de Drago Nikolic n'est pas un acte isolé à cet égard. Et c'est comme si l'accusation prenait un certain nombre de pièces et essayait de les jeter en l'air
certains éléments, les jeter en l'air et essayer de les rattraper et que quelque chose tomberait dans leur besace. C'est un petit peu comme ça là que nous le voyons. Et nous vous demandons, avec tout le respect que nous vous devons, Monsieur le Président, Madame le sujet, de faire une analyse critique le moment venu lorsqu'il faudra rendre une décision. Il faut lire entre les lignes lorsque l'accusation tente de mettre en œuvre cette politique et de charger et d'accuser Drago Nikolic à cet égard. J'ai pris la parole pendant 45 minutes et je suis sur le point d'aborder la deuxième partie de ma déclaration. Le Président, c'est à vous d'en juger. On peut faire la pause maintenant. C'est à vous. Vous avez commencé à 10h35. Donc, Monsieur Bourgon, écoutez, je n'ai fait qu'1 heure. Donc, le Président, vous avez commencé à 10h30. Donc, nous allons passer à Maître Bourgon, la deuxième partie. Le premier point concerne le droit applicable dans cette affaire. Le procureur n'a pas parlé de droit applicable dans sa déclaration liminaire, mais dans son mémoire préalable. Il y a des questions juridiques, sans y consacrer trop de temps, qui doivent être portées à l'attention des juges de la Chambre. D'après nous, la Chambre de première instance ne sera pas surprise de constater que la première de ces questions est le mode de responsabilité sous forme d'entreprise criminelle commune, comme cela a été présenté par l'accusation. Dans ses propos liminaires, l'accusation a dit « Nous connaissons tous les crimes qui sont des crimes liés à la drogue ou au cambriolage de banque, même si ceci n'a pas été cité. D'après nous, l'entreprise criminelle commune est ce que mon collègue avait à l'esprit lorsqu'il a parlé de cela. Et je suis d'accord avec lui. Ce qui vous êtes, comme le constatent certainement les juges de la Chambre, ce n'est pas quelque chose que je fais très souvent. La drogue et les cambriolages de banques, effectivement, sont des crimes qui s'appliquent tout à fait à cette doctrine d'entreprise criminelle commune. C'est un cas d'école. Et vous avez 3 personnes qui décident d'aller cambrioler une banque. Chacun d'entre eux ont un pistolet chargé. Chacun a joué un rôle différent et a une tâche différente dans ce cambriolage. Et la première est il faut s'occuper du garde chargé de la sécurité. Ceci est parfois inattendu et lui tire dessus. En conséquence, les 3 sont condamnés pour cambriolage d'une banque parce qu'il s'agit à ce moment-là de l'entreprise criminelle commune, première catégorie. Et ils sont également condamnés pour un meurtre en fonction de l'entreprise criminelle commune, troisième partie, que quand bien même ceci n'était pas un plan, c'était néanmoins une conséquence prévisible de la mise en œuvre dudit plan. Bien évidemment, il peut y avoir des variantes que l'on peut ajouter ici, comme par exemple, alors qu'il s'apprêtait à mettre en œuvre le plan ou l'entreprise criminelle commune qui consistait à cambrioler une banque, les 3 personnes avaient des pistolets qui n'étaient pas chargés, ce qui a été confirmé par ces 3 personnes avant de partir cambrioler la banque. Et ce n'est qu'après s'être quitté que l'un des 3, sans en parler aux autres, a chargé son pistolet. Et dans cet exemple, on pourrait arguer du fait que le meurtre n'était pas une conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle commune. Et je passe le temps nécessaire pour en parler, Monsieur le Président, car la difficulté consiste à appliquer cette même doctrine à une situation beaucoup plus complexe et à faire en sorte que tous les membres de la VRS soient tenus pour responsables, quoi qu'ils fassent, si ils étaient présents dans la région de Zvornik ou de Srebrenica en juillet 1995. Lorsque l'entreprise criminelle commune ou la doctrine de l'objectif commun a été mise en avant par le tribunal, c'était dans l'affaire Tadic. Et bien qu'il s'agissait d'une situation beaucoup plus complexe qu'un cambriolage de banque, on pouvait comprendre pourquoi Tadic a été déclaré coupable de meurtre commis lors d'une opération menée dans un village, malgré le fait qu'aucun élément de preuve n'étayait cela et on ne savait pas qui avait commis ces crimes, une entreprise criminelle commune. Et c'est à ce moment-là qu'est née la doctrine de l'entreprise criminelle commune. Le problème qui se pose néanmoins, c'est que depuis cette date,
À maintes et maintes reprises, l'accusation a étendu le concept de mode de responsabilité en vertu de l'entreprise criminelle commune pour s'assurer que tout membre de tout groupe soit jugé coupable. Et dans les arguments de l'accusation, cela signifie que si vous êtes un membre de l'état-major, vous êtes automatiquement coupable. Et lorsqu'il s'agit de Draco Nikolic, si vous avez fait partie des organes de sécurité ou la brigade de Zvornik, vous êtes également coupable. En réalité, Monsieur le Président, il semble qu'il s'agisse là de vraies questions de responsabilité. Et ceci ne peut pas être compris dans ce sens. Et cela n'est pas surprenant que pour le bureau du procureur, le concept d'entreprise, concept d'entreprise criminelle commune et de responsabilité à cet égard est un concept qui équivaut à dire tout le monde est responsable et il suffit de condamner à cause de cela. C'est la raison pour laquelle au début de ce procès, il est important d'établir clairement les éléments qui doivent être établis au-delà de tout doute raisonnable pour Drago Nikolic pour savoir s'il est tenu pour responsable conformément à l'entreprise criminelle commune et qu'on définisse ainsi ce mode de responsabilité. Je propose, Monsieur le Président, de m'arrêter ici avant de poursuivre et à ce moment-là, je pourrai aborder la deuxième partie de mon argument. Le Président, tout à fait, Maître Bourgon, nous ferons une pause de 20 minutes. Yes, Mr. Bourgon. Le Président, Maître Bourgon, veuillez poursuivre. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les juges, je vais reprendre là où je m'étais arrêté. Lorsque j'examinais les formes de responsabilité de l'entreprise criminelle commune, il y a une décision qui a été prise le 12 ou le 13 juillet quant au vice de forme de l'acte d'accusation. La Chambre s'est penchée en partie sur cette question et a confirmé que pour ce mode de responsabilité, il n'était pas nécessaire que l'auteur soit impliqué dans l'élément matériel du crime. C'est vrai, il faut que d'autres éléments soient établis, notamment que l'entreprise criminelle commune ou l'objectif commun soit clairement défini. Il faut aussi que la participation de l'accusé à cet objectif commun soit définie. Et ce qui est encore plus important, il faut que soit défini le mens rea, l'élément moral. Il faut prouver que l'accusé lui-même avait l'intention de commettre le crime en question. Gardons ceci à l'esprit. Ce faisant, nous soutenons que les éléments de preuve vont montrer que l'entreprise criminelle commune cherchant à l'expulsion forcée des musulmans de Srebrenica et de Jepa, comme le dit l'accusation, ne remplit pas ces exigences. De plus, dans l'éventualité où une entreprise criminelle commune de ce genre aurait été établie, ou se serait concentrée sur le bon objectif commun, les éléments de preuve montreront que Drago Nikolic n'a jamais participé à cette entreprise criminelle commune et qu'il est certain qu'il n'a jamais eu l'intention de permettre l'exécution de cet objectif supposé commun, à savoir le transfert forcé de la population musulmane de Srebrenica et de Jepa. La Chambre doit également, à notre avis, examiner la troisième catégorie de l'entreprise criminelle commune. Nous faisons valoir que les éléments de preuve présentés par l'accusation et la défense vont tous démontrer que les crimes opportunistes, les meurtres opportunistes, comme l'invoque l'accusation, n'étaient pas la conséquence naturelle et prévisible de l'exécution de cet objectif commun, comme l'affirme l'accusation. Vous vous en souviendrez sans doute, Monsieur le Président, c'est un rapport avec une décision prise auparavant par la Chambre de première instance, pour laquelle on n'a pas accordé la certification. La question posée était de savoir si une entreprise criminelle commune nécessite qu'il y ait un accord
de l'auteur physique avec l'accusé qui est accusé de participation. Il faut aussi que soit résolue la question de savoir si l'auteur physique était lui-même participant à l'entreprise criminelle commune. Vous avez décidé que cette dernière question devrait se poser au moment du procès. Nous sommes convaincus que cette question sera rapidement tranchée dans d'autres procès dont connaît le tribunal pénal international. Nous pensons qu'il est nécessaire de le dire en toute modestie au début de ce procès qu'à notre avis, il faut qu'il y ait ce genre d'accord et que l'auteur physique, l'exécutant, soit lui-même un participant. Car c'est uniquement de cette façon-là qu'on pourra éviter la responsabilité stricto sensu. La défense du sous-lieutenant Nikolic ne conteste pas, et là c'est dans le cadre du sujet du génocide, que les éléments constitutifs du génocide sont ceux qui ont été établis par ce tribunal. Mais nous contestons la question de savoir comment il faut appliquer ces éléments aux faits, non pas seulement de ce procès, mais de tout procès pour savoir s'il y a eu génocide ou pas. Nous ne pensons pas que les événements de Srebrenica équivalent à un génocide. Et nous allons faire venir à la barre des experts afin de fournir à la Chambre le cadre d'analyse nécessaire à déterminer s'il y a eu génocide ou pas. Bien entendu, on ne peut pas parler de génocide sans voir les accusations d'entente en vue de commettre le génocide. Ce qui a été retenu contre le sous-lieutenant Drago Nikolic. Je le répète, ce n'est pas une accusation qui est souvent portée devant ce tribunal pénal international, ce qui veut dire qu'ici, on s'aventure peut-être en terre inconnue. L'entente en vue de commettre le génocide, c'est un chef d'accusation qui a été retenu et dont a connu le TPIR, le tribunal pour le Rwanda. Donc là, on a quand même quelques moyens de comparaison, même si la situation que le Rwanda a connue en 1994 est quand même très différente de ce qui s'est passé à Srebrenica. En ce qui concerne Drago Nikolic, nous estimons qu'il y ait eu entente ou pas en vue de commettre le génocide et que ceci soit établi aussi grâce aux éléments de preuve, ces mêmes éléments de preuve montrera qu'il ne pouvait pas, n'était pas en mesure et n'était pas animé de l'intention morale nécessaire en vue de commettre ce genre d'entente. À ce stade, dernier point de droit que je voudrais aborder avant de passer au sujet suivant. C'est la confusion qui semble être celle que fait l'acte d'accusation quand on parle de jus ad bellum et de jus in bellum. On peut s'attendre à ce que, au cours de ce procès, à maintes reprises, l'accusation essaie de faire passer la question de l'entreprise criminelle commune et affirmera que tous les membres de la VRS y ont participé. Nous estimons qu'il faut faire une distinction entre les objectifs stratégiques et militaires de la VRS. En puissance, on pourrait les considérer comme étant des violations au droit de recourir à la force en Bosnie en 1904, qu'il y avait de recourir à la force en 1994, mais que de telles infractions au droit international public, jus in bello, ne sont pas des violations du droit humanitaire international, donc jus in bello, et ne sauraient constituer le fondement d'une entreprise criminelle commune. Pour nous, cette distinction, nous devrons la maintenir tout au long de ce procès. Je voudrais maintenant passer au second sujet de ce second volet. C'est en fait la cause que va défendre l'accusation en ce qui concerne Drago Nikolic, à partir de ce qui est contenu au paragraphe 42 et 80 de l'acte d'accusation. L'accusation accuse Drago Nikolic et
va vous demander, après la présentation de ses moyens, de le juger coupable de ceci: d'avoir été participant à l'entreprise criminelle commune en vue du transfert forcé de la population musulmane de Srebrenica et de Jepa, to find him et aussi de le juger coupable de tous les crimes qui dépassent ce concept d'entreprise criminelle commune, qui serait, d'après l'accusation, la conséquence naturelle et prévisible de cet objectif commun. Troisièmement, en tant que participant à l'entreprise criminelle commune, qu'il avait tué ou qu'il aurait tué des milliers d'hommes et de garçons de Srebrenica. Et enfin, de l'accuser de tous les crimes qui dépassent cette entreprise criminelle commune, qui serait la conséquence prévisible et naturelle de l'exécution de cet objectif commun. Tout le respect que je dois à mes collègues de l'accusation, nous soutenons aujourd'hui et nous disons que les éléments de preuve vont vous le montrer, que ceci s'est allé trop loin et surtout qu'une telle conclusion ne correspond pas, ne cadre pas avec la cause de l'accusation, avant même d'avoir commencé à entendre l'audition du premier témoin. Rappelons-nous à cet égard ce qu'a notamment affirmé l'accusation dans ses propos liminaires. Il y a d'abord le fait que l'objectif stratégique de la VRS, ou ses objectifs, avaient été mis au point et ne s'étaient pas modifiés depuis 1992. Deuxièmement, que le plan visant à tuer les hommes de Potocari aurait été ourdi par Mladic dans la nuit du 11 juillet. Troisièmement, que le plan visant à tuer tous les autres prisonniers aurait été adopté le 12 juillet et que les exécutions auraient commencé le 13 juillet au matin. Cinquièmement, que la décision initiale, qui était de procéder à certaines de ces exécutions dans le secteur de Zvornik, aurait été prise dans l'après-midi du 13 juillet. Sixièmement, que les renseignements concernant ces assassinats seraient parvenus à Zvornik, ne seraient pas parvenus à Zvornik avant le soir du 13 juillet. Nous estimons que ceci ne sera pas prouvé par les éléments de preuve, mais à supposer qu'il le soit, nous faisons valoir que ces affirmations, au bas mot, sont contraires à la thèse défendue par l'accusation, à savoir que Drago Nikolic aurait été participant à la première entreprise criminelle commune. Nous estimons également que, quels que soient les auteurs de ces assassinats dans le secteur de Zvornik, les éléments de preuve vont prouver que ce n'est pas une opération qui a été menée par la brigade de Zvornik, même si ces éléments de preuve ont montré que certains des éléments ou ressources ou moyens de cette brigade ont été effectivement utilisés. Et ce qui est plus important encore, car ceci concerne directement Drago Nikolic, les éléments de preuve vont montrer qu'il n'a pas été participant à ces événements. Soyons plus précis. Il semblerait que la cause, la thèse de l'accusation, après avoir entendu ce que nous a dit notre collègue lundi et mardi, car il veut le faire juger coupable de tous les crimes retenus dans l'accusation. Il y aurait donc à la base de ceci une conversation téléphonique avec le commandant adjoint de la brigade de Zvornik. Alors que là, il n'y a aucune preuve sous forme de conversation interceptée. Une décision du commandant adjoint de le relever de ses fonctions au poste de commandement avancé dans la nuit du 13 juillet, de façon à ce qu'il puisse participer. Il n'y aura qu'un témoin qui viendra le dire, et c'est la personne qui dira qu'il aurait été relevé de ses obligations. Le fait que certains témoins l'auraient vu à Rovats. Il y a aussi un journal de bord d'un véhicule qui montre qu'il y a un véhicule de la sécurité qui est allé sur un des sites d'exécution. Mais l'accusation l'a dit, elle ne pourra pas prouver que Drago Nikolic se soit jamais trouvé dans ce véhicule. Et en fait, nous avons une mention dans le journal de la brigade de Zvornik où se trouve donc inscrit le nom de Drago Nikolic à côté de celui de l'accusé Behara.
Ce n'est bien sûr pas là une liste exhaustive des éléments qui seront présentés contre Dragan Nikolic lors de ce procès, mais c'est à peu près tout ce qui sera présenté. Et c'est à partir de cela que l'accusation va vous demander de juger Dragan Nikolic coupable de tous les crimes mentionnés dans l'acte d'accusation. Je vous l'ai dit au début, il y a un autre côté, un revers de la médaille. Et ces éléments que nous allons présenter ne vous donneront pas de choix dans votre décision. Vous comprendrez que Dragan Nikolic n'est pas l'homme que vous présente l'accusation. Nos éléments de preuve vous montreront qu'il n'y a pas eu de conversation téléphonique entre l'adjoint du commandant de la brigade de Zvornik et Dragan Nikolic. Nos moyens de preuve vont vous montrer que Dragan Nikolic n'a pas été relevé de ses obligations au poste de commandement avancé dans la nuit du 13 juillet pour participer à ces événements. Nos éléments de preuve vont aussi vous montrer qu'il n'a pas été informé de ce sinistre plan. C'est peut-être comme ça que je vais l'appeler, si vous me le permettez, tramé le 13 juillet par Momir Nikolic de la brigade de Bratunac. Nos éléments de preuve vont vous informer également sur le lieu où il se trouvait au cours de ces 3 journées pour lesquelles on l'accuse aujourd'hui de génocide. Est-ce qu'il était dans le secteur de la brigade Zvornik? Réponse oui. Nous allons le prouver. Vous entendrez Est-ce que vous allez entendre des témoins qui vont le dire? Oui. Ils viendront vous dire qu'il était dans le secteur de la brigade de Zvornik. Il faudra savoir où il était, à quel moment il était à tel ou tel endroit. Ceci étant, je me tourne maintenant vers le dernier sujet de ce second volet, pour voir quels sont les éléments à charge contre lui. Je vois les documents tout d'abord. Je vous en ai déjà parlé et je vous ai dit que nous allions mettre en cause la fiabilité des conversations interceptées et vous dire à quel point il est dangereux de prendre ceci comme base pour tirer les conclusions qui sont tirées par l'accusation. Un seul exemple qui vient du procès Krstić. À partir d'une seule conversation interceptée, on a conclu que Krstić avait participé à cette opération meurtrière. Mais la Chambre d'appel a rejeté cette conclusion prise en première instance en disant qu'une seule conversation interceptée ne suffit pas. Et ceci s'applique à l'interprétation de bon nombre de documents. Interprétation que l'accusation voudrait vous faire adopter. Nous vous demandons de garder à l'esprit l'interprétation beaucoup plus raisonnable qui est plus plausible. Il est important ici de rappeler l'importance des documents manquants. Pourquoi sont-ils manquants, ces documents? Et ceci m'amène à la question des témoins. Vous entendrez donc certains témoins à charge. Il y en a toutes sortes de témoins que vous allez entendre. Vous entendrez des victimes. Et aujourd'hui, je peux vous dire, nous vous le promettons, que nous ferons preuve du plus grand respect envers les victimes des événements de Srebrenica. Nous leur ferons part de notre compassion et nous essaierons de leur poser le moins de questions possible. Il n'en demeure pas moins que nous savons qu'une victime a une tendance bien normale de grossir un peu les chiffres, de nourrir son récit d'éléments supplémentaires. Ceci se passe souvent. Il faut faire attention à la chose. Vous entendrez aussi des témoins experts, c'est normal. Un témoin expert vient aider la Chambre à prendre une décision judiciaire. Tout ici est parfait car ils seront la défense de l'accusation, mais il faut quand même que ces témoins restent dans les limites de leur domaine de connaissance. Et nous veillerons à ce que les témoins experts à charge s'en tiennent bien au domaine de connaissance qui est le leur. Nous allons entendre des enquêteurs qui sont des membres du personnel du bureau du procureur. C'est là, à notre avis, une question qui porte à controverse. Une fois de plus, si ces témoins se bornent à respecter leur domaine de connaissance, à savoir qu'ils vont présenter certainement pas de problème, mais s'ils outrepassent ou ils sortent de leur
compétence, à ce moment-là, nous veillerons au grain et nous souleverons des objections. Il y a bien sûr des catégories plus importantes de témoins. J'ai à l'esprit tout d'abord les témoins qui, quelque part, ont participé d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi les initiés. Voyons d'abord ceux qui ont un certain degré de participation. L'accusation l'a dit, mes témoins vont faire des allées-venues, ou ils hésiteront, et ce sera un peu des hésitations. Et il y en a un qui est un menteur effronté. L'accusation l'a dit. Elle vous a dit qu'il pourrait donner de bons éléments de preuve. Nous ne sommes pas d'accord. L'accusation devrait s'accommoder des éléments de preuve au fur et à mesure qu'ils sont présentés. Beaucoup de gens de la région de Zvornik ont été très proches des événements. Certains témoins vous le diront. Il se peut même que certains aient vu ce qui s'est passé. Certains ont été des participants directs. Ils ont participé sans être accusés à ces événements. Je ne vous donne qu'un exemple. Vous aurez certains qui viendront vous dire, moi j'ai enterré ces gens. Ce sera difficile pour eux de venir vous le dire. Mais tous ces témoins, Madame et Messieurs les juges, ont quelque chose en commun. Ils sont terrifiés à un point inimaginable. Qu'ils étaient impliqués ou pas, ils ont peur d'être les prochains à être déférés à Sarajevo. Vous savez qu'il y a une espèce de nuage d'épée de Damoclès qui se trouve au-dessus de la région de Zvornik aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui habitent la région de Zvornik et qui étaient là en 1995, qui voudraient oublier ce qu'ils ont vu s'ils étaient témoins oculaires ou qu'ils aient entendu d'autres relater certaines choses s'ils n'étaient pas moins terrain direct, ou pour ce qu'ils ont fait dans la mesure où ils y auraient participé. Et tous auront des raisons personnelles de vous dire ce qu'ils vont vous dire, que ce soit pour s'exonérer, se disculper ou que ce soit pour inculper d'autres. La Chambre aura là une tâche difficile. Elle devra opérer un choix. Elle devra sous-peser les éléments de preuve que vous soumettre ces témoins. Il se peut que l'accusation ait à recourir à la procédure du témoin hostile s'agissant de certains de ces témoins. Si elle le fait, ceci sera accompagné de certaines conséquences. Si on se sert d'éléments de preuve venant de tels témoins, ces éléments ne sauraient avoir le même poids, la même valeur probante que celle accordée à des témoins qui ne font pas partie de la catégorie des témoins hostiles. Voici ce que j'aimerais dire à ce stade. Comment se fait-il que l'accusation sache que certains de ces témoins risquent de changer d'avis, comme disait le bureau du procureur? Quelques exemples. Voyons comment, dans quelles circonstances sont interrogées ces personnes lorsqu'elles viennent rencontrer le bureau du procureur. Je prends un exemple. Vous l'avez à l'écran. Il s'agit du témoin 142. Et voici ce que nous voyons. Je vais vous poser une question à propos de la tuerie ou des exécutions et de la façon dont on a organisé l'assassinat de plusieurs milliers d'hommes. Mais d'abord, il faut que vous compreniez certaines choses. Nous avons des témoins de ces assassinats. Nous avons des survivants qui ont participé à l'exécution sur nature. Nous avons des images aériennes, des vues aériennes du moment où se faisaient ces exécutions. Nous avons saisi des archives de la brigade de Zvornik, de la brigade de Bratonac. Nous avons beaucoup de gens de ces brigades et du corps d'Andrina qui ont été interrogés. Nous avons vos journaux, vos registres de la police militaire. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il est très important que vous nous disiez la vérité.
vérité. Si vous essayez de dissimuler ce qui s'est passé ou une partie de ce qui s'est passé ou que vous savez ce qui s'est passé, je peux prouver que vous mentez. Je trouve qu'il est important que vous me disiez la vérité. Hic et nunc. Voilà, je vous ai lu une partie de l'interrogatoire. Je vous laisse le soin de lire le reste. Mais je voudrais revenir à cette conclusion. Il dit, je veux que vous me disiez ce qui s'est passé. Nous savons tout ce qui est passé. Nous avons même les registres des véhicules, là où on saisit tout ce qui se passe concernant ce véhicule. Alors, essayons d'imaginer un instant comment un témoin, qu'il ait été participant ou pas, qu'il ait vu quelque chose ou pas, qu'il ait appris quelque chose ou pas par un membre de sa famille, par un voisin, comment il se sent au début d'un tel interrogatoire et comment il va se sentir lorsqu'il viendra déposer ici devant vous. Prenons un autre exemple. Témoin 125. Voici ce qu'il dit. Le témoin le dit, je prends la partie en caractère gras. Parce que au moment de mon premier interrogatoire, c'était la première fois. Je n'étais pas tout à fait conscient de ce que ça voulait dire. Et aussi, on avait fait pression sur moi pendant mon premier interrogatoire, ce qui fait que beaucoup de choses n'avaient pas été dites, ou n'avaient pas été dites complètement. Et souvent, on se répète, et puis ça continue. L'enquêteur dit, je vais vous expliquer ma position. Quand vous avez été interrogé, on vous a dit que vous aviez certaines connaissances à propos de l'exécution. Pas que vous en étiez directement responsable de cette exécution, mais que vous en aviez connaissance et que quelques-uns de ces hommes avaient aidé à emmener les hommes au centre culturel. Et plus précisément, nous avons les véhicules de bord qui montrent quels sont les véhicules qui ont été emmenés de l'endroit où ils étaient en détention jusqu'à l'endroit où ils ont été exécutés. Je ne dis pas que vous avez exécuté ces hommes, à savoir que c'est-à-dire que vos troupes ont participé à une partie de ça et nous pensons que vous le saviez. Encore une fois, comment se comporte un témoin, que ressent un témoin lorsqu'il va à un entretien de ce genre? Dans certains cas, les témoins ont été mis sous pression parce que on pensait qu'il pouvait s'agir de suspects. Dans d'autres cas, non. Mais nous verrons comment l'accusation a tenté d'obtenir ses moyens de preuve. Monsieur le Président, nous estimons qu'il s'agit là d'un facteur important lorsqu'il s'agira d'évaluer la manière dont ces témoins vont réagir devant la Chambre de première instance. Le Président, Maître Bourgon, est-ce que vous pourriez confirmer ceci, s'il vous plaît, lorsque vous avez parlé du témoin numéro 125 et 140, s'il s'agit de témoins ou de témoins éventuels qui viendront témoigner dans ce procès, ou s'agit-il de témoins qui ont déposé dans d'autres affaires? Maître Bourgon, il s'agit de témoins qui sont sur la liste de l'accusation et qui vont venir témoigner dans cette affaire. Le Président, je vous remercie. Maître Bourgon, j'ai deux autres exemples que je souhaitais vous montrer. Diapositive suivante. Non, pas celle-ci, s'il vous plaît, mais celle d'après. Bien, celle-ci. Numéro 132. Où l'enquêteur dit « Mais si vous ne me dites pas la vérité, et si vous ne me dites pas exactement où vous vous êtes rendu et ce que vous avez vu, il m'est difficile de croire que vous n'aviez pas participé plus que cela. » Et je vais vous reposer la question, est-ce que vous vous êtes rendu à l'endroit où se trouvaient les corps? Et je ne vous pose, la seule question que je vous pose, c'est si vous étiez là, si vous les avez vus. Soyons honnêtes et disons la vérité. Je vais ensuite m'en tenir à ça et passer à l'autre point. En entendant ces témoins, il y a des choses auxquelles il faudra faire très attention. Il y a certains écueils qu'il faudra éviter. Et comme la défense, en tant que représentant
Et comme Conseil de la défense de Drago Nikolic, nous allons faire de notre mieux pour éviter ces écueils éventuels. Le oui-dire, la présentation d'avis personnels et le fait que l'on pose des questions directrices aux témoins. Tout ça sont des choses qui sont reconnues par ce tribunal international. Ce tribunal est bien différent d'autres tribunaux, il est vrai. Mais que ce soit le oui-dire, que ce soit des moyens de preuve qui présentent l'avis d'un témoin ordinaire et qui ne présente pas l'opinion d'un témoin expert. Lorsqu'il s'agit de poser des questions directrices aux témoins, il y a néanmoins une procédure qui existe dans ce cas. Et la défense fera de son mieux. Il y a de multiples accusés et je ne suis plus convaincue du fait d'accepter des plaidoyers de culpabilité. Le fait d'accepter des plaidoyers de culpabilité dans ce type de procès n'est pas quelque chose que je pense particulièrement utile. Lorsque ces témoins viendront témoigner dans cette affaire, lorsque ces témoins avaient tout intérêt à montrer du doigt certaines personnes qui n'étaient pas présentes, nous allons démontrer cela. Nous allons démontrer qu'il y avait des discordances et qu'il y a différents récits qui ne tiennent pas la route. Lorsqu'ils viendront déposer, ces témoins se sont servis de leur plaidoyer de culpabilité qui a servi leurs intérêts. Ils ont fourni des éléments d'information que recherchait l'accusation, dont avait besoin l'accusation et que l'accusation a effectivement obtenu. Il s'agissait d'un échange et par conséquent, les peines qu'ils ont encourues étaient des peines moins lourdes. Les éléments de preuve indiqueront dans cette affaire que ces témoins n'ont pas dit la vérité et que de tels éléments de preuve ne peuvent pas être considérés comme des éléments de preuve fiables dans cette affaire. Et puisque j'en viens à la fin de ma déclaration liminaire, vous conviendrez avec moi, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas d'élément de surprise, il n'y a pas de tactique. L'accusation sait fort bien quelle sera notre thèse. Nous disons ce qui n'a pas eu lieu, ce qui a eu lieu et ce que nous allons réfuter. Il n'y a aucun élément de surprise, aucune stratégie, aucune tactique. Ceci est simple. Nous allons analyser les éléments de preuve au fur et à mesure qu'ils seront présentés et nous sommes sûrs qu'à la fin de tout ceci, les juges de la Chambre pourront conclure que Drago Nikolic n'est pas l'homme que l'accusation présente à sa manière. En conclusion, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je suis tout d'abord vous remercier beaucoup pour votre patience. Et si j'ai abordé des questions de droit, ça n'était certainement pas pour vous donner des leçons, mais simplement pour avertir les juges de la Chambre des éléments ou des questions de droit qui seront particulièrement pertinents dans ce procès. Vous avez vu le dessin de cette jeune femme, ou peut-être y avez-vous vu la dame âgée. Moi-même, je n'en suis pas tout à fait sûre lorsque je regarde cette image. Et lorsque ce procès touchera à sa fin, je pense, Monsieur le Président, que vous verrez l'une ou l'autre de ces images. Et cette image révélera un verdict de non-culpabilité eu égard à Drago Nikolic. Si j'ai accompli quelque chose aujourd'hui, c'est de vous avertir d'aborder les éléments de preuve de façon critique au fur et à mesure qu'ils sont présentés et non pas d'attendre
le début de la présentation des moyens de la défense, à ce moment-là, j'aurais accompli ce que je m'étais fixé en faisant ma déclaration liminaire aujourd'hui. Le Président, je vous remercie. Maître Bourgon.